Vendredi 28 juin 2001, Louvry, au centre de la Creuse. Un drame particulièrement terrifiant vient de se produire. Le corps sans vie du prêtre du village, Louis Corsa, vient d'être découvert dans son église. C'était un homme d'une grande bonté. Comment on peut s'acharner ainsi? La scène est insoutenable. Le prêtre a été torturé et massacré. Il a été tué de plusieurs coups de couteau au niveau du cœur et ses mains et ses pieds sont transpercés, rappelant les stigmates du Christ. Il a été frappé avec une violence inouïe. On retrouve partout dans la sacristie des signes de profanation avec des références au diable. Tout porte à croire à un crime à caractère satanique. Que s'est-il passé dans cette église? Pourquoi un prêtre apprécié de tous s'est-il retrouvé assassiné, le corps frappé des stigmates du Christ? La section 13 a été expressément envoyée sur cette enquête au cœur de l'église. Retour sur cette affaire incroyable qui encore aujourd'hui fait parler d'elle dans les conversations secrètes du Vatican. Nous sommes le vendredi 28 juin 2001. Dans le village de Louvry, au centre de la Creuse, un drame particulièrement terrifiant vient de se produire. À 8h30 du matin, le corps sans vie du prêtre du village, Louis Costa, 72 ans, est découvert par un de ses proches dans l'église. L'homme a été sauvagement assassiné et son église profanée. Immédiatement, les services de la gendarmerie locale sont alertés. Face à l'ampleur de l'affaire et son côté pour le moins étrange, la section 13, dirigée par le général Carnot, a été mandatée pour mener l'enquête. Le procureur de la République m'a téléphoné vers 10h. Il était particulièrement embarrassé par le caractère religieux de ce crime et des conséquences qu'il pouvait avoir au sein de l'Église. Et c'est pour cette raison que le ministère nous a chargés directement de l'enquête. Quand on a reçu au QG les photos prises par les gendarmes, j'ai tout de suite compris qu'on était face à une affaire plus que délicate. Le capitaine Brunel dirige le service d'investigation de la section 13. Habitué des affaires à caractère paranormal, c'est lui qui a été nommé sur cette affaire de Louvry. Le secteur de l'église avait totalement été bouclé par mes collègues et la scène de crime n'avait pas été touchée. Il fallait que l'on parte au plus vite pour commencer les investigations. J'ai reçu les clichés pris par les gendarmes de Louvry en début de matinée. Ce qui s'est passé dans cette église était particulièrement violent. Il allait falloir définir au plus vite le profil du ou des individus qui étaient derrière tout ça. Le commandant Lournec, qui dirige la cellule psychologique et parapsychologique de la section 13, est souvent sollicité dans ce type d'affaires pour profiler les suspects. Je peux vous dire que quand vous enquêtez dans des lieux encore imprégnés de cette chose effroyable, c'est assez troublant. Dans cette affaire, on a été immédiatement héliporté sur place. Car il fallait sans attendre exploiter au maximum les informations qui se cachaient dans cette église. Le lieutenant Etchebarri est responsable de la cellule scientifique de la section 13. C'est lui, avec son équipe, qui est chargé de récolter tous les indices exploitables sur une scène de crime. Les gendarmes de Louvry m'ont indiqué par téléphone que l'état du corps du prêtre les avait intrigués au plus haut point. Nous n'étions pas face à un meurtre banal et il fallait absolument que la scène de crime soit explorée au plus vite par la section scientifique. Les membres de la section 13 atterrissent à Louvry à 11h30, 3 heures après la découverte du corps. Ils rencontrent alors le responsable de la gendarmerie locale, le commandant Fréjac. C'est lui qui a été appelé le premier sur les lieux du drame et il n'oubliera jamais ce qu'il a découvert ce matin-là. On a été prévenu vers 8h30, je venais de prendre mon poste. C'est le sacristain Bastien qui m'a appelé. Il venait de découvrir le corps du prêtre. Je suis rentré dans l'église par une petite porte qui se trouve à l'arrière de l'édifice. J'étais très en retard et nous avions rendez-vous à 8h avec lui, je crois. Yann Bastien est sacristain à Louvry au moment des faits. Très lié avec le père Louis Corsa depuis 12 ans,
les deux hommes travaillent ensemble quotidiennement pour le bien de la communauté. C'est lui qui, le vendredi 28 juin 2001, est rentré dans l'église de Louvry et a découvert une scène épouvantable. Je suis rentré par le côté droit de la nef et là j'ai vu le carnage. J'ai paniqué, j'ai appelé Louis et puis j'ai vu son corps entre les bancs. J'ai couru vers lui et là j'ai vu son visage. Son regard fixe, ses yeux grands ouverts, j'ai compris qu'il était mort. Je me souviens de l'instant où nous sommes rentrés dans la nef centrale, c'était indescriptible. Et moi qui suis pratiquant, je viens dans cette église tous les dimanches, et de voir cette église dans cet état, où j'ai fait baptiser tous mes enfants, je me suis marié, c'était bouleversant. Les bancs à l'entrée de l'église sont renversés. Le bénitier tient encore debout, mais l'eau bénite a été souillée par ce qui semble s'apparenter à du sang. La grande croix placée derrière l'autel a été retournée. Les cierges qui se trouvaient sur la partie droite de l'entrée ont été sectionnés et projetés un peu partout dans la nef. Lorsqu'on a pris l'allée centrale, on a vu Louis, il était allongé entre les bancs. Et j'ai voulu lui prendre son pouls, mais j'ai constaté qu'il était décédé. Et quand j'ai vu l'état de son corps, j'ai tout de suite compris que c'était du sérieux et j'ai immédiatement prévenu ma hiérarchie. Le corps du prêtre du village, Louis Corsa, a subi d'atroces sévices, laissant penser qu'il a été torturé avant d'être sauvagement assassiné. À leur arrivée sur place, les membres de la section 13 se retrouvent au cœur d'une affaire qui, une fois de plus, les emmène au-delà de l'imaginable. Quand on est entré à l'intérieur de l'église, on a tout de suite été frappé par une odeur tenace d'encens. Une bonne centaine de bâtons d'encens avaient été brûlés simultanément. Je peux vous dire que ça donnait un caractère particulièrement déstabilisant à cette scène de crime. Moi, j'ai tout de suite été heurté par cette grande croix à l'envers. Les cierges éparpillés partout sur le sol et les bancs retournés. Évidemment, cela fait penser au diable. On a tous cette référence à travers la littérature et le cinéma. Quand j'ai vu l'état du prêtre là, j'ai compris pourquoi on nous avait appelés. Le corps était couvert d'entailles à des endroits bien précis qui marquaient les mêmes stigmates que ceux du Christ. 5 coups de couteau assénés comme pour un rituel. Je secondais le lieutenant Etchebarri pour effectuer tous les relevés protocolaires sur la victime. Et c'était impressionnant de voir comment le prêtre avait été rigoureusement marqué. Son front saignait d'une façon étrange, ça rappelait les traces laissées par la couronne du Christ. De plus, la tête du prêtre, en plus des commotions sur le lobe frontal, avait une plaie particulièrement profonde sur la partie arrière du crâne, dans la zone du cervelet. Le prêtre, Louis Corsa, a subi un véritable calvaire. Comme le Christ, il porte des entailles aux 2 mains, aux pieds et a eu le flanc gauche perforé. Le crime a été commis vraisemblablement à l'arme blanche, mais aucun couteau n'a été retrouvé sur les lieux du drame. Que s'est-il passé dans l'église de Louvry dans la nuit du 27 juin 2001 ? Comment le père Corsa, un homme respecté dans la région, a-t-il pu être sauvagement assassiné de la sorte ? Avec mon adjoint Delorme, nous avons alors procédé à un relevé détaillé de la scène de crime. On a photographié toute la nef dans les moindres détails. On a essayé de faire le plus vite possible. Tous, on ne voulait qu'une seule chose, c'est que le corps de ce pauvre prêtre soit amené au plus vite, parce qu'honnêtement, c'était insoutenable. Le vieil homme avait subi une longue agonie. Et quand j'ai vu les premières constatations des légistes, j'ai compris qu'il avait vécu un long calvaire. Les marques de coups et de lacération sur son crâne m'avaient doublement intrigué, parce qu'à l'endroit de l'impact, il y avait des traces d'une matière ressemblant à des résidus de pierre. On a cherché dans la nef et on a trouvé 2 endroits placés à l'opposé l'un de l'autre. Il y avait un pilier d'une part à l'entrée et l'autel de l'autre côté. La pierre à ces 2 endroits était colorée de quelques particules de sang que l'on a prélevées, et notre intuition nous faisait dire que le crâne du prêtre avait dû heurter violemment ces 2 parties opposées de l'église. Durant son agression, on pense qu'il a été traîné sur toute la partie centrale de l'église. Et il y avait des bancs renversés, qui laissaient penser que le père Corsa s'était débattu. Mais en même temps, c'était vraiment difficile de s'imaginer ce qui avait pu se passer. C'était tellement le chaos. On avait des impressions, mais rien de précis. On sentait qu'il y avait eu du mouvement dans cette église, comme si le ou les agresseurs s'étaient acharnés sur le pauvre homme à plusieurs reprises et à plusieurs endroits. Et enfin, il y avait ce bénitier plein de sang, et les gendarmes avaient fait des relevés le matin même. En fin d'après-midi, nous avons eu la confirmation qu'il s'agissait du sang du prêtre. Il était fort probable que ces entailles profondes, faites dans les mains, dans les pieds et dans le flanc gauche du prêtre, aient été faites devant le bénitier. On s'imagine alors qu'il a dû être tenu par un ou plusieurs individus, pendant qu'un autre lui faisait ses entailles profondes.
Michel Rosemary, un journaliste d'investigation qui suit la section 13 depuis de longues années, s'est rendu sur place. L'affaire a déjà fait du bruit, et toute la région semble au courant que Louis Corsa, le prêtre de Louvry, est décédé dans des conditions dramatiques. Il était arrivé quelque chose au prêtre, et la présence de cette section spéciale de la gendarmerie, la fameuse section 13, laissait penser que c'était grave et inquiétant. Et puis aux alentours de 20h, une ambulance de l'armée est venue chercher le corps du prêtre. Le corps de Louis Corsa est emmené à l'Institut médico-légal de Limoges en début de soirée. Les premières constatations laissent entrevoir un scénario des plus diaboliques. Le prêtre semble avoir trouvé la mort dans des circonstances d'une violence inouïe. Les enquêteurs de la section 13 cherchent alors à définir un scénario cohérent qui pourrait les mener sur la piste des auteurs du meurtre. Je crois que les membres de la section 13 ont travaillé quasiment toute la journée à la recherche de traces ADN ou d'indices. Pendant ce temps-là, les gendarmes de Louvry ont entamé des investigations dans le village. Ils cherchent quelque chose, un indice, une information. Il fallait découvrir si, dans la vie de la victime, il y avait des éléments suspects, établir son emploi du temps, qui il avait vu ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières heures. C'est une vaste enquête qui s'est ouverte autour de la mort de ce prêtre. Le père Corsa, c'était l'homme le plus aimé du village, peut-être même de toute la région. Et je peux vous dire que de devoir annoncer sa mort, lorsqu'on a lancé l'enquête, c'était extrêmement compliqué. Le père Corsa s'est illustré en tant que bienfaiteur dans toute la Creuse pendant de longues années. Grâce à une collecte de fonds, il faisait rénover de vieilles fermes abandonnées où de nombreux sans-abri sont hébergés. Tout le monde connaissait le père Corsa et les enquêteurs espèrent trouver des informations auprès de la population. On a 16 hommes en renfort qui sont arrivés et avec les nôtres, on était 54 en tout à avoir questionné les habitants du village. Personne n'a rien vu ni rien entendu. On n'avait aucune information. Le sacristain Yann Bastien est le proche du prêtre qui a découvert le corps et alerté les secours. Il est également entendu. Et dans sa déposition, il affirme aux enquêteurs que le prêtre n'avait pas d'ennemis et qu'il n'avait, à sa connaissance, jamais reçu aucune menace. La dernière fois que j'ai vu le père Corsa vivant, c'était la veille de sa mort, en fin d'après-midi. Le père Corsa et moi faisions ensemble le catéchisme pour le groupe des grands et je venais en renfort parce qu'on préparait les professions de foi. Il est arrivé avec Yvonne Bazolski, et il n'avait pas l'air d'avoir de problème, sinon je pense qu'il m'en aurait parlé. Il était comme à son habitude, drôle, heureux. Il faisait beaucoup rire les enfants. Yvonne Bazolski est également une des dernières personnes à avoir vu le prêtre vivant. Elle l'assiste depuis de longues années dans toutes ses démarches et s'occupe notamment des activités culturelles que Louis Corsa avait développées. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et franchement, comme je l'ai dit aux gendarmes, personne ne pouvait lui vouloir du mal. Personne. Nous avons passé au crible la vie de Louis Corsa. Nous recherchions tous les éléments relatifs à sa famille, ses amis, ses fréquentations. Il fallait que nous sachions qui était cet homme. La difficulté, c'est qu'il était particulièrement actif et il pouvait rencontrer toutes sortes de personnes de milieux différents. Les premiers éléments relatifs à la vie de Louis Corsa, prêtre au village depuis 41 ans, ne permettent pas d'entrevoir la moindre piste. Que s'est-il passé dans l'église de Louvry? Quels individus ont-ils pu commettre un crime aussi atroce? Les enquêteurs se tournent alors vers la piste de réseaux souterrains qui opèrent au nom de Satan. Le jour même de la découverte du corps, quand j'ai vu dans le premier rapport qu'il était fait mention d'une profanation à caractère satanique, j'ai tout de suite mis nos services de renseignement au travail sur la piste d'individus qui auraient pu avoir de près ou de loin un lien avec cette affaire. Dès le début de cette affaire, les enquêteurs envisagent sérieusement qu'un groupuscule satanique aurait pu commettre ce crime. Les spéculations vont très vite. Des sites internet dédiés à Satan sont étudiés de près par les services de gendarmerie. À ce moment-là, les enquêteurs de la section 13 espèrent trouver quelque chose, un site, un blog, enfin des éléments qui puissent les mettre sur la piste d'un groupe sataniste qui aurait pu se cacher derrière tout cela. S'il s'agissait d'un groupuscule satanique, il y avait de fortes chances pour qu'il s'affiche quelque part. Ce genre d'acte est souvent revendiqué d'une manière ou d'une autre. Et ils prennent des photos, les postent sur Internet
Ils cherchent d'une certaine manière la reconnaissance de leurs crimes auprès d'adeptes à travers le monde. Les casiers judiciaires de toutes ces personnes potentiellement suspectes ou pouvant avoir des informations sont épluchés. Des personnes sont convoquées sur l'ensemble du territoire français. Des interrogatoires se succèdent en cascade afin de voir s'il peut y avoir un lien avec cette affaire de meurtre et de profanation. C'est un travail colossal qui est mis en place. Et puis lorsque l'on enquête sur Internet, il faut des heures, parfois des jours, avec des équipes de 20 personnes pour trouver des indices. Car Internet est beaucoup plus vaste que ce qu'on pourrait penser. Il y a la partie émergée, celle que le grand public connaît, et la partie cachée. Si un groupe satanique a revendiqué l'assassinat et la profanation de l'église de Louvry, il se pourrait qu'il se cache dans ce que l'on appelle le web profond, le web invisible ou encore le web caché. Il s'agit de la partie d'Internet accessible en ligne, mais non indexée par les moteurs de recherche classiques. Lorsque l'on crée un site sur Internet, il existe plusieurs façons de se cacher et de rester invisible au grand public. Le problème, c'est que seuls certains moteurs de recherche spécifiques permettent d'atteindre ce web profond. Une étude récente a d'ailleurs montré que le web profond pouvait contenir 2500 fois plus de ressources que le web indexé par les moteurs de recherche classiques, soit 1 trilliard de pages qui échappent à tout contrôle. Les réseaux satanistes, comme d'autres, utilisent ce web profond pour communiquer. Ils utilisent des codifications pour se cacher derrière des sites d'apparence tout à fait normaux. Autant vous dire que ce web caché est devenu en l'espace de quelques années un marché parallèle de la drogue, de vente d'armes, de réseaux sectaires. Enfin, je crois que tout ce que compte la planète de plus sordide est référencé là-dedans. Et bien évidemment, on espérait trouver dans les filières sataniques des éléments qui pourraient nous aider. Les investigations menées sur Internet la première journée d'enquête n'ont permis de mettre à jour aucun site suspect faisant référence au drame de Louvry. Aucune revendication, ni même allusion à l'affaire ne sont trouvées. Le ou les assassins qui ont commis le meurtre se sont évaporés dans la nature en ne laissant derrière eux aucune signature et aucun indice. On a pensé au début qu'il s'agissait d'une profanation qui aurait pu tourner au meurtre. Et en même temps, on sentait que ce n'était pas une profanation comme nous avions l'habitude de voir. Déjà parce qu'il y avait ce meurtre atroce, mais surtout parce que cela semblait cacher autre chose. Ces 5 coups de couteau représentant les stigmates du Christ nous font penser qu'un ou plusieurs individus sont entrés dans l'église, non seulement pour assassiner ce prêtre, mais également pour détruire et profaner tout ce qui avait trait à la foi. Cette piste concernant un groupe de fanatiques satanistes est ce qui semble être le plus probable au regard de ce crime avec profanation. Et après cette première journée d'enquête, l'ensemble des membres de la section 13 vont aller de surprise en surprise, car ce qu'ils vont découvrir au sujet de la victime est particulièrement inquiétant. Le lendemain des faits, le capitaine Brunel de la section 13 et son équipe commencent les perquisitions chez la victime. Le père Louis Corsa vivait à 150 mètres de l'église, au premier étage du presbytère. Les enquêteurs espèrent alors trouver un début de piste qui permettrait d'établir un lien avec un réseau satanique qui aurait décidé de s'en prendre au prêtre. Dans un premier temps, nous avons exploré de fond en comble l'ordinateur du prêtre. Mais nous n'avons rien trouvé de particulier. Nous avons épluché ses mails, Internet, rien. Il vivait dans une très grande maison de 450 mètres carrés et toutes les pièces étaient bondées de cartons, de trucs en vrac. Il gardait tout. Il y avait des costumes qui devaient servir pour les fêtes, des centaines de cartons contenant des habits pour les nécessiteux. Enfin, franchement, la perquisition s'avérait compliquée. Les différents documents retrouvés dans le presbytère sont tous examinés, mais aucun indice pouvant mettre les enquêteurs sur une piste n'est découvert. En revanche, une des activités du prêtre va retenir l'attention des membres de la section 13 et les mettre sur une piste inattendue. Ils tenaient un service presse depuis 2 ans avec une bénévole, et ensemble ils avaient créé Télé Louvry. Cette télévision locale ne fonctionnait pas par satellite ou par antenne hertzienne. Elle consistait à produire 1 heure de programme par semaine, qui était gravé sur DVD et ensuite revendu 5 € à la sortie de l'église chaque fin de semaine. Yvonne Bazolski a été pendant de longues années bénévole au sein de la paroisse de Louvry. Elle aidait dans de nombreuses tâches le père Corsa. Et depuis 2 ans, c'est elle qui s'occupait avec lui de l'atelier vidéo. Elle va alors, le lendemain du drame, faire des révélations aux enquêteurs concernant le comportement du prêtre quelques jours avant sa mort. Je connaissais le père Corsa depuis toute petite.
Au moment où il nous a quittés, je m'occupais de notre petite chaîne de télévision. Je travaillais parfois dans cet atelier avec Yvonne et je m'occupais notamment de jouer le caméraman pour TV Louvry. Et un jour, on a tous été surpris, pour ne pas dire choqués, par le comportement de Louis. Ce jour-là, j'étais au presbytère, au premier étage, installé devant l'ordinateur avec un groupe d'adultes pour monter notre édition télé. Et ce jour-là, je me souviens qu'on avait cherché partout la caméra le matin même. Et ne la trouvant pas, on s'était dit que le père Corsa avait dû la prendre pour faire un reportage. Il est alors rentré avec la caméra en question sur les coups des 21h, 21h30. Les adultes qui travaillaient avec moi étaient sur le point de partir. Alors on a tous salué le père et on lui a demandé ce qu'il venait de tourner comme reportage et s'il voulait qu'on l'ajoute à notre édition de la semaine. Et alors là, il s'est complètement décomposé. Il avait l'air d'être embarrassé. Il nous a dit « Oh, rien d'intéressant », quelque chose comme ça. Il a posé la caméra, il est parti vers sa chambre et il est revenu comme une flèche pour éjecter la cassette qui se trouvait dans la caméra. Et il est retourné dans sa chambre pour la cacher je ne sais où. Je sais pas, c'était comme si on l'avait surpris en flagrant délit de quelque chose, mais sans savoir quoi. J'ai tout de suite rejoint le groupe qui perquisitionnait la chambre du prêtre. Et en fait, ça a été vite fait. Un de mes collègues qui se trouvait sur place m'en a tout de suite tendu une qu'il a trouvée cachée sous l'armoire. J'ai pas perdu une seule seconde. J'ai tout de suite été m'installer sur le banc de montage pour voir ce qu'il y avait sur la bande. Le contenu de cette vidéo, qui aujourd'hui doit se trouver dans les archives du Vatican, était des plus troublants. Le père Corsa avait, semble-t-il, une activité secrète que tout le monde ignorait. Il était exorciste. Cette cassette contenait des images qui avaient été tournées 2 jours avant sa mort. On y voit le père Corsa, accompagné d'un autre homme, en train de pratiquer une séance d'exorcisme sur une femme qui semble avoir une 40aine d'années. Nous avons réussi à nous procurer une copie de cette cassette découverte par les enquêteurs. En voici les extraits que nous avons été autorisés à montrer. C'est bon mon père, ça tourne. Bonjour famille. Comment allez-vous ce matin? Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Chante avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça y est longtemps. Qui es-tu? Manifeste-toi! Donne-moi ton nom! Donne-moi ton nom! Qui es-tu? Donne-moi ton nom! Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quitte tes corps, démon! Quel est ton nom? Quel est ton nom? Manifeste-toi! Sors de ce corps! Le contenu de cette cassette est réellement troublant. Cette femme semble être possédée par une entité démoniaque extrêmement puissante. Pourquoi le père Corsa cachait-il à ses supérieurs qu'il pratiquait des exorcismes? Qui est cette personne qui filme à ses côtés? Et surtout, qui est cette femme qui subit ce rituel sacré? Cet exorcisme a-t-il un lien avec l'assassinat du père Corsa et la profanation de l'Église? Toutes ces questions vont mener les enquêteurs de la section 13 aux confins des connaissances scientifiques actuelles et aux frontières de la religion. On a réussi à extraire du film une photo exploitable de cette femme et on l'a remise aux gendarmes de Louvry pour qu'ils procèdent à une identification. Le visage de cette femme nous était inconnu à la brigade. Louvry, c'est un petit village et si cette femme avait été vue, on allait très vite le savoir. Impossible de mettre un nom sur le visage de cette femme et de cet homme qui accompagne le père Corsa. Elle n'était pas connue des services de police. Et elle n'était pas au fichier des personnes disparues. Il nous fallait décortiquer la vidéo pour savoir si, éventuellement, un indice pouvait nous aider à identifier l'endroit où s'est déroulé l'exorcisme. Et des données particulièrement intéressantes allaient considérablement nous être utiles. Sur ce genre de cassette, il y a une bande sur laquelle la caméra écrit des données vidéo, audio et une autre qu'on appelle la piste data. C'est sur cette piste que l'on peut graver des informations telles que le timecode, la date et l'heure de la prise de vue. Les informations data collectées sur la caméra utilisée par le père Corsa s'avèrent extrêmement utiles à l'enquête.
Elles permettent d'établir l'heure à laquelle la séquence vidéo a été tournée par le prêtre et son assistant. On savait à quelle heure et quel jour ils avaient tourné ces images. Et ça s'était passé 2 jours avant l'assassinat du père Louis Corsa. Le même jour où Yann Bastien et Yvonne Bazolski avaient surpris le prêtre en train de s'emparer de la cassette pour la cacher. Et je dois dire que lorsque l'on a regardé la prise de vue filmée juste avant, on a eu beaucoup de chance. Le plan tourné juste avant la séance d'exorcisme a été filmé le même jour par le père Corsa. Il s'agit du plan d'un pont en rénovation. L'heure mentionnée sur la piste data de la cassette vidéo indique que ces images sont tournées seulement 16 minutes avant le début de la séance d'exorcisme. Si on part du principe que l'homme qui conduit est le personnage que l'on verra sur la vidéo effectuée 16 minutes plus tard, on peut penser qu'ils sont quasiment arrivés ensemble sur les lieux où ils s'apprêtent à pratiquer un exorcisme. On a montré les images au commandant de gendarmerie avec lequel on travaillait sur l'affaire et il a tout de suite reconnu l'endroit. C'était un pont en construction que le père Corsa avait filmé. Et j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait qu'un seul lieu possible où ils avaient l'intention de pratiquer cet exorcisme. En se rendant exactement où les images ont été tournées, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il n'y a ni ville, ni village, à moins d'une demi-heure de route du site. Un seul endroit correspond à une ferme abandonnée que le père Corsa avait fait racheter par la commune afin d'en faire un centre d'hébergement. À l'époque, les travaux de rénovation n'avaient pas encore commencé et le bâtiment n'était occupé par personne, en apparence. Je connaissais bien la bâtisse, mes hommes passaient souvent devant pour voir s'il n'y avait pas des squatteurs et aucune présence n'avait été signalée. Et puis ce qui était intéressant, c'est que cette ferme en question avait été rachetée par le prêtre et qu'il comptait la réhabiliter pour en faire des logements pour les sans-abri. Le groupe d'enquêteurs de la section 13 se rend alors dans cette ferme identifiée par la brigade de la gendarmerie locale le soir du 2e jour d'enquête, à 17h30. Ce qu'ils vont y découvrir est tout simplement terrifiant. On est arrivé sur place en fin de journée, le soleil n'était pas encore couché, et j'ai à peine claqué la porte de mon véhicule qu'on a entendu des hurlements qui provenaient de l'intérieur de la ferme. Les cris d'une femme. Elle avait dû entendre nos véhicules arriver et il semble que ça l'ait mise en colère. Elle n'arrêtait pas d'hurler, on ne comprenait rien de ce qu'elle disait. En plus, c'était vraiment pas évident de la localiser parce que le bâtiment était quand même assez grand. Madame, c'est la gendarmerie nationale. Madame, vous êtes où là, s'il vous plaît? Ça vient de la gauche, mon adjudant. Oui, mais on n'arrive pas à localiser. Madame! Dans ces cas-là, la procédure veut qu'on enregistre une vidéo témoin pour que les événements soient consignés pour constituer des preuves en cas de problème ou d'accident. On était une dizaine à s'introduire dans cette ferme. On suivait instinctivement la voix de cette femme qui hurlait et je peux vous dire que c'était assez éprouvant. C'était vraiment difficile de comprendre d'où venaient ces cris. La maison était quasiment vide et le son se propageait très bizarrement. Les membres de la section 13 parcourent de long en large la propriété. Il n'y a pas d'étage et aucun accès à un éventuel sous-sol n'est trouvé. La femme semble bien là, mais personne de l'équipe ne parvient à la localiser. Vous m'entendez? C'est la gendarmerie, là! Le caméraman de la section vidéo m'a alors indiqué qu'il avait l'impression que le son venait d'en dessous. Sauf qu'a priori, il n'y avait pas de cave. Ah, c'est plus sonore ici, hein. Madame, attendez. Je suis allongé sur le sol de cette grange, j'ai collé mon oreille, et là j'ai vraiment eu l'impression que le son venait d'en dessous. Et le caméraman avait raison. Assez rapidement, on a identifié ce que l'on pensait être une porte de placard dans la cuisine. Sous la marche, là, il y a un accès. Oui, on vous entend, madame. C'était une sorte de porte vraiment très peu large, une sorte de trappe. Il fallait s'engager de profil pour passer, et ensuite ça donnait sur un escalier qui descendait à la cave. Lorsqu'on a ouvert cette porte, le son des cris qui restait sourd jusqu'ici est devenu parfaitement audible. Je peux vous dire que ce sont des moments que l'on n'oublie pas. Le capitaine Brunel, arrivé en renfort,
descend un vieil escalier en bois donnant sur une cave humide et sombre. Au milieu de la pièce, il découvre alors cette femme dans un état extrêmement préoccupant. Cette dernière hurle des insanités et semble avoir perdu tout repère spatio-temporel. La femme est assise sur un lit, elle est couverte de sang. Enfin, je vous passe les détails. Quand elle m'a vu, elle a paru étonnée. Je pense qu'elle s'attendait à voir quelqu'un d'autre. Elle croyait sans doute que c'était le père Corsa, accompagné de cette personne que nous n'avions pas identifiée, qui venait la voir. Les enquêteurs de la section 13 ont vu juste. Cette femme qu'ils retrouvent dans cette cave cachée sous la ferme ressemble trait pour trait à celle que le père Corsa avait filmée 2 jours avant sa mort lors d'un rituel d'exorcisme. En la voyant comme ça, sur le lit, on comprend tout de suite qu'elle est forcément gérée par quelqu'un qui s'occupe d'elle quotidiennement. Sauf que visiblement, ça fait un bout de temps que personne n'est venu. Je suis arrivée quelques minutes après dans cette chambre. La femme s'était endormie. Pendant que Treskin et Brunel procédaient aux premiers examens de la pièce, au relevé d'empreintes, je me suis approchée d'elle. Elle avait le visage complètement asséché, ses lèvres étaient bleues, elle respirait difficilement, et partout sur son corps, elle avait des marques de vaisseaux sanguins qui avaient éclaté. Elle était capable d'hurler à ne plus pouvoir respirer. Par contre, ça se voyait qu'elle ne pouvait plus marcher. Ses jambes étaient dans un état indescriptible. Elle est quasiment paralysée sur son lit, parce que n'importe qui de bien portant aurait pu sortir de cette ferme pour demander de l'aide. Cette femme que les membres de la section 13 ont découverte est immédiatement prise en charge pour être transférée vers l'hôpital de Limoges. Ses cris et son comportement violent caractérisé par des spasmes laissent penser que cette dernière souffre d'un mal particulier qui la ronge. Selon toute vraisemblance, le père Louis Corsa et un autre individu activement recherché par les enquêteurs s'occupaient de son cas. La jeune femme était en quelque sorte isolée, à l'abri des regards, dans cette ferme abandonnée, aux mains des 2 hommes qui cherchaient à la débarrasser de ses démons. À ce moment-là, on espère que cette femme va pouvoir nous aider dans notre enquête. Et les équipes médicales se sont alors penchées sur son état de santé. Très vite, les enquêteurs vont pouvoir mettre un nom sur cette femme si particulière. Une certaine Fanny Delmont, identifiée grâce à ses empreintes dentaires. Pourquoi cette femme se retrouve-t-elle ainsi prisonnière dans cette cave? A-t-elle un lien avec le décès du père Corsa? Les enquêteurs pensent être dans l'impasse, car cette personne, qui semble avoir été possédée par le démon, n'a pas le profil d'un assassin. On n'imagine pas cette femme avoir pu tuer le prêtre dans l'église. Elle ne peut pas marcher, il lui faut tenir son verre lorsqu'elle boit, elle est alimentée par intraveineuse, car elle est dans l'incapacité d'ingérer les aliments par sa bouche. C'est donc difficilement envisageable de la rendre responsable du drame survenu dans l'église. Les enquêteurs de la section 13 se concentrent alors sur l'identification de l'homme qui filme la séance d'exorcisme aux côtés du père Corsa. Plus tard dans l'après-midi, un véritable coup de théâtre va se produire. L'homme en question se présente de lui-même aux autorités. Il dit s'appeler Xavier Dounel. Et en déplacement au Vatican depuis la veille du drame, il a décidé de rentrer d'urgence à Louvry lorsqu'il a appris le décès de son ami le père Corsa. Les membres de la section 13 découvrent alors l'incroyable récit de ce jeune prêtre. J'accompagnais le capitaine Brunel, on a expliqué à ce monsieur qu'on avait quelques questions à lui poser, notamment au sujet de ses activités parallèles avec le père Corsa. Le pauvre homme s'est effondré et nous a tout raconté. On lui a rien dit sur les raisons pour lesquelles on s'intéressait à lui. Et il a parlé immédiatement de la vidéo, et je crois d'ailleurs qu'il a commencé par là. Il nous a confirmé que c'était l'homme qu'on voit de dos lors de l'exorcisme pratiqué par le père Corsa, et que c'était lui qui conduisait cette voiture pour les amener à la ferme, quelques minutes plus tôt. Il nous dit que 2 mois avant le drame, il avait accueilli une femme dans le foyer dont il s'occupait, Fanny Delmont, une personne sans domicile fixe qui venait de débarquer de Paris. La jeune femme s'est donc intégrée dans ce foyer, et 1 semaine après son arrivée, elle est tombée gravement malade. Elle souffrait d'une gingivite sévère et de multiples infections sur toute la sphère ORL. Elle a été hospitalisée pendant 3 semaines. Les chirurgiens ont dû lui arracher une à une toutes ses dents et amputer une partie de la mâchoire. Le prêtre Xavier Dounel explique alors aux enquêteurs de la section 13 qu'à son retour de l'hôpital, Fanny Delmont avait sombré dans une profonde dépression. La jeune femme ne parlait plus, ne s'alimentait plus et connaissait des accès de violence incontrôlables. Personne ne la reconnaissait. Ce n'était plus la Fanny qui l'avait accueillie. Elle était démoniaque. Et son visage et son corps se sont littéralement métamorphosés. Elle perd 15 kilos. Pour une personne qui en pesait au départ 59, je vous laisse imaginer son état.
Elle mange très peu, ne s'hydrate que rarement. Et pour Xavier Dounel et le père Corsa, elle devient un véritable problème. Xavier Dounel raconte alors en détail la chute aux enfers de Fanny Delmont. Cette femme qu'il a accueillie dans le centre d'hébergement se montre agressive et très vite dangereuse. Aujourd'hui âgé de 42 ans, Xavier Dounel a accepté de revenir avec nous sur cette terrible histoire qui l'a poussé, lui et le père Corsa, aux frontières de la religion. À cette époque, j'étais responsable du centre d'hébergement et j'avais fait accueillir Fanny dans nos locaux. Elle avait une petite chambre et les premières semaines, ça se passait sans problème. Et puis après cette grosse opération chirurgicale, elle a commencé à insulter tout le monde, faisait des crises étranges. Et là, elle tombe à nouveau gravement malade. Elle s'affaiblit considérablement et finit par s'enfermer dans sa chambre. J'étais le seul à pouvoir rendre visite à Fanny. Et puis un soir, elle a eu une violente crise. Je parvenais plus à la maîtriser et j'ai appelé le père Corsa en renfort. Il est venu, il est resté seul pendant 1 heure dans la chambre avec elle et quand il est sorti, il m'a dit qu'il fallait qu'elle consulte d'urgence. D'après le témoin, le père Corsa était très embarrassé par la situation. Il ne savait pas quoi penser du cas de cette jeune femme et a préféré attendre avant de se prononcer. Il ne pouvait pas dire à ce moment-là si cette femme était possédée par le démon. Il avait de bonnes connaissances en la matière et avait été formé aux pratiques de l'exorcisme. Et avant de prévenir les hautes instances de l'Église qu'un pareil cas a été découvert, il faut être sûr de son coup. Le père Corsa et Xavier Dounel vont alors emmener Fanny loin du foyer. Ses cris la nuit effraient tout le monde. Et il devient difficile de garder cette pauvre femme dans ce cadre où vit une communauté de 67 personnes. Le père Corsa a décidé de l'installer dans cette ferme en ruine qu'il avait obtenue de la commune de Louvry. Personne ne vivait là-bas, personne ne passait, les travaux n'avaient pas commencé et l'endroit servait juste de stockage d'objets de récupération. Xavier Dounel et le père Corsa passaient 1 heure au chevet de la jeune femme chaque jour à tour de rôle. Peu à peu, elle s'automutile, elle insulte. Bref, les hommes ne savent plus comment faire. Le père Corsa ne parvenait pas à venir à bout de ce démon qui semblait la posséder, alors il m'a dit qu'il voulait procéder à un exorcisme dans les règles. Le père Corsa a décidé de prévenir l'évêché et le Vatican. Mais avant cela, il faut constituer un dossier, une preuve qui permettrait de présenter ce cas. Le père Corsa, avec la complicité de Xavier Dounel, décide alors de faire une cassette vidéo représentant la jeune femme dans ses crises démoniaques, afin de faire un film probant pour appuyer leurs demandes. 3 semaines avant le drame, le prêtre enregistre ses premières vidéos. On a filmé en tout 5 séances avec elle. 5 pour essayer d'obtenir des preuves. On l'avait vu à plusieurs reprises décoller littéralement du lit en se cabrant dans des positions inimaginables. Et puis il y a eu cette dernière séance, où là ça a commencé à sérieusement mal tourner. Elle hurlait, mais ce qu'elle disait était totalement incompréhensible, comme si elle parlait une langue inconnue. Son visage était plus humain, sa force non plus pouvait pas être humaine, elle était décuplée. Le père Corsa m'a demandé de retirer la cassette de la caméra. Il était presque rassuré. On avait réussi à filmer Fanny lors d'une vraie crise et on allait pouvoir les remettre entre les mains du Vatican pour qu'ils puissent intervenir. Les incroyables explications du prêtre Xavier Dounel, ainsi que les enregistrements vidéo du père Corsa, permettent aux enquêteurs de se rendre compte de la violence dont était capable Fanny Delmont lors de ses séances d'exorcisme. Très vite, la possible possession démoniaque de cette femme se trouve au cœur des débats. Cette femme était réellement possédée par quelque chose. Quand on a vu la vidéo, on a bien compris que son corps semblait ne plus lui appartenir. Et cette force incroyable qui l'animait était terrifiante. Fanny Delmont est-elle possédée par Satan ou a-t-elle été atteinte d'une crise de démence? L'Église affirme que les démons ont vraiment le pouvoir de posséder le corps des hommes, et la question était alors de savoir si cette femme était réellement dans ce cas de figure et si, dotée d'une force particulière, elle aurait pu s'en prendre au prêtre. La possession est le phénomène par lequel le démon envahit le corps d'un homme et en prend le contrôle. La personne possédée est alors poussée par une force inconsciente et invisible à agir et à perpétrer les méfaits qui lui sont commandés. Les dossiers d'exorcisme sont toujours très délicats. Et généralement, l'Église n'aime pas se prononcer sur ce problème. Néanmoins, il existe des signes qui permettent de diagnostiquer les cas de réelle possession diabolique. Le fait de parler des langues non connues par la victime, l'esprit de blasphème, d'horreur instinctive ou inconsciente des choses saintes, en particulier la haine contre le Christ et la Sainte Vierge, en sont les signes principaux.
Et là, force est de constater que ça correspond tout à fait à l'affaire qui nous intéresse. Les enquêteurs tentent de comprendre comment de telles prouesses physiques sont possibles. Et très vite, ils se retrouvent face à une situation plutôt inexplicable. Les spasmes musculaires dont cette femme est victime paraissent ne pas être contrôlés de son simple fait et sont totalement indépendants de sa volonté. Quelque chose de démoniaque semble bien l'habiter. Et les membres de la section 13 vont alors se pencher sur une piste jusqu'alors inenvisageable. Tous les indices nous ramènent effectivement vers une seule et unique piste, celle de Fanny Delmont. Mais on a vraiment du mal à comprendre comment cette femme a eu la force physique pour mener cette agression et tuer ainsi le prêtre. Comment elle a pu tout saccager, tout retourner dans cette église. Là, on se dit que s'il est capable de telles prouesses, peut-être qu'elle a tué le prêtre. Fanny Delmont pourrait-elle avoir un lien direct avec la mort du père Corsa? A-t-elle agi seule ou avait-elle un complice? Grâce aux informations fournies par le prêtre Xavier Dounel, les enquêteurs imaginent progressivement un scénario plausible de la nuit du drame. J'ai expliqué aux enquêteurs que le jour où le père Corsa m'a emmené à la gare, il avait gardé ma voiture. Et il avait dit qu'il s'occuperait de Fanny pendant mon absence. Le soir même, le prêtre s'est rendu en voiture dans la vieille ferme abandonnée pour retrouver la jeune femme. Il a certainement voulu lui faire prendre un repas, et pour une raison qu'on ignore, il a décidé de l'emmener quelque part. Et à ce sujet, Xavier Dounel avait sa petite idée. Il m'a dit à plusieurs reprises qu'il se demandait si le fait que Fanny ne soit pas baptisée n'était pas une erreur, qu'il fallait qu'elle devienne une enfant de Dieu avant que le Vatican n'intervienne. Et là, j'ai fait analyser par la scientifique la voiture de Xavier Dounel que l'on a retrouvée dans une rue adjacente à l'église. Car si le prêtre avait décidé d'emmener la jeune femme à l'église de Louvry pour la baptiser, il l'avait forcément fait avec ce véhicule. L'équipe scientifique de la section 13 se penche en détail sur la voiture de Xavier Dounel prêtée au père Corsa. Les empreintes digitales de Fanny sont retrouvées sur la carrosserie arrière de la voiture. Et à l'intérieur du coffre, là on a retrouvé des cheveux. J'ai tout de suite procédé aux analyses comparatives et les cheveux retrouvés dans la voiture étaient ceux de Fanny Delmont. Les gendarmes m'ont expliqué qu'ils venaient de retrouver des cheveux de Fanny dans le coffre de mon véhicule. Alors là, j'étais un peu surpris parce que je l'avais jamais transporté dans ma voiture auparavant, puis encore moins dans mon coffre. Ça sous-entendait que ce soir-là, le père Corsa a emmené Fanny Delmont. Et si elle était particulièrement agitée, on se dit qu'il a préféré la mettre dans le coffre de la voiture. Et bien évidemment, si le père Corsa l'a emmené quelque part, cela semble assez logique que ce soit dans sa paroisse au centre de Louvry. Et pour en avoir le cœur net, il fallait ressortir les empreintes, les relevés d'empreintes faits dans l'église et voir si parmi ces relevés, il y avait bien celle de Fanny Delmont. Et là, de nouveau, ça confirmait nos hypothèses. On a retrouvé des empreintes de Fanny Delmont à plusieurs endroits dans l'édifice, et en particulier sur la croix du Christ retournée et sur le bénitier, là où le prêtre avait été entaillé profondément pour marquer les stigmates du Christ. Les membres de la section 13 sont persuadés alors que Fanny Delmont est probablement à l'origine de la mort du père Louis Corsa. Ce dernier a voulu la baptiser dans sa propre paroisse et cette dernière s'en est pris à lui. En pleine crise et dotée d'une force surhumaine, Fanny Delmont aurait tué le prêtre et saccagé ensuite l'église. C'était assez déroutant comme conclusion, mais il fallait que l'on se rende à l'évidence. Fanny Delmont a montré lors de la captation vidéo faite par les deux prêtres qu'elle était capable d'arracher ses liens et de faire face à deux hommes. Alors on s'imagine qu'elle, toute seule dans l'église, avec le père Corsa, un vieux monsieur de 72 ans, elle a très bien pu vouloir le tuer. On avait ses empreintes partout dans cette église. Et seulement ses empreintes. Alors on est obligé de se rendre à l'évidence. Elle a assassiné ce prêtre. Et c'est elle qui lui a fait ses stigmates dans sa folie meurtrière. Si de toute évidence, la culpabilité de Fanny Delmont devient la piste principale, les enquêteurs de la section 13 doivent comprendre comment cette femme, en pleine crise démoniaque, a pu, après avoir commis ce crime particulièrement atroce, retourner dans cette ferme, là où ils l'ont retrouvée. L'endroit se trouve à 10 km de l'église de Louvry, et c'est tout de même surprenant de l'imaginer rentrer seule en pleine nuit. Malgré les nombreuses empreintes relevées sur les lieux du drame, le lieutenant Etchebari, spécialiste scientifique au sein de la section 13, remet en doute la culpabilité de Fanny Delmont, car selon lui, il manque un élément déterminant dans cette affaire. Nous ne savions toujours pas formellement si c'était elle qui avait assassiné le père Corsa, car jusque-là, nous n'avions aucune arme du crime. C'est vrai que le prêtre avait été entaillé profondément, d'après le médecin légiste, avec une arme blanche, une lame d'environ 5 cm de large
et d'au minimum 12 cm de longueur, au vu de la profondeur de la plaie qu'il a eue dans le flanc gauche. Et jusqu'ici, l'arme du crime n'ayant pas été retrouvée, si Fanny Delmont avait tué le père Corsa, il y avait de bonnes chances pour qu'elle s'en soit débarrassée sur son chemin. Les enquêteurs de la section 13 organisent alors une battue en vue de tenter de retrouver l'arme du crime sur le trajet de retour que Fanny Delmont a fait à pied. Le périmètre de l'église ainsi que la vieille ferme abandonnée ont déjà été fouillés de fond en comble. Et selon toute vraisemblance, cette femme a peut-être décidé de se séparer sur son chemin de l'arme avec laquelle elle aurait tué le prêtre. On a essayé de reconstituer les différents chemins qu'elle aurait pu emprunter, et au bout de nos recherches, ça a payé, et payé doublement. Nous avons poussé jusqu'à un petit village voisin situé à 8 km de Louvry. Là, une petite route longeait un bois sur 2 km environ et menait à une centrale électrique. Aucune habitation dans les parages. Par contre, la centrale électrique était équipée de caméras de surveillance. Nous avons saisi les bandes d'enregistrement et là, on a eu cette surprise incroyable. Sur les images enregistrées par les caméras de surveillance de la centrale électrique, on peut apercevoir Fanny Delmont. La vidéo est datée du soir du drame et on la voit marcher dans un champ, totalement désorientée. Alors là, l'étude des enregistrements de caméra nous a révélé le passage de Fanny. Sa démarche est peu assurée. Elle titube à moitié, l'image n'est pas parfaitement nette, il fait nuit, mais comme le site est partiellement éclairé, on la reconnaît très facilement. Immédiatement alertés, les services de gendarmerie procèdent à la fouille du champ, non loin de la centrale électrique. Et leurs efforts vont payer, car un couteau taché de sang va être retrouvé. Premièrement, les taches de sang correspondent à l'ADN du père Corsa. Et deuxièmement, les empreintes relevées sont celles, et exclusivement celles, de Fanny Delmont. Si cette nuit du 27 juin 2001, au cours de laquelle Louis Corsa a trouvé la mort, a marqué les enquêteurs de la section 13, c'est parce que les événements qui se sont produits sont à peine croyables. Entre 21h et 21h30, Louis Corsa, à bord d'un véhicule emprunté à son ami Xavier Dounel, prend la direction de la ferme où l'attend Fanny Delmont. Là-bas, il se rend au chevet de cette femme, cachée dans un sous-sol et attachée sur son lit. Il lui donne un repas et décide de l'emmener à l'église de Louvry pour la baptiser. Mais Fanny se révèle particulièrement dangereuse et agitée. Le prêtre préfère alors la transporter dans le coffre de sa voiture. Après 15 minutes de route, il arrive dans sa paroisse et tente de commencer le sacrement du baptême sur Fanny Delmont. Elle sombre alors dans une crise démoniaque. Elle empoigne le prêtre, l'assomme contre les colonnes en pierre aux deux extrémités de la nef, le frappe au visage à plusieurs reprises, renversant les bancs et saccageant tout sur son passage. Elle se munit alors d'un couteau qui a été identifié comme étant celui dont se servait Louis Corsa pour tailler les imposants cierges qui ornaient son église. Elle lui transperce d'abord le flanc gauche et le vieil homme s'écroule au pied du bénitier. S'ensuit un terrible calvaire pour le prêtre. Fanny Delmont, dans un élan de folie, marque le pauvre homme des stigmates du Christ en lui assénant de multiples coups de couteau avec acharnement. Baignant dans son sang, Louis Corsa décède dans les minutes qui suivent. La femme, quant à elle, s'enfuit après avoir profané le lieu saint. Dotée d'une force surhumaine, Fanny Delmont parvient alors à entamer une longue marche dans la nuit noire à travers la campagne. En arrivant à la hauteur d'une centrale électrique située à 8 km de Louvry, elle décide de se séparer de l'arme du crime. Puis au bout de 3 longues heures de marche, elle parvient à regagner cette ferme dans laquelle les enquêteurs la retrouveront quelques jours plus tard, affamée, déshydratée et paralysée. Comment expliquer la frontière lorsqu'un sujet est dans un état entre possession et crise de démence? Et surtout lorsque la science est incapable d'expliquer ce que le corps est capable de faire. Pour moi, ce n'est pas Fanny Delmont qui a agi cette nuit-là. Mais c'est la personnalisation des forces du mal qui a manipulé son corps pour réaliser cette diabolique besogne. Dans le rapport d'enquête de la section 13, Fanny Delmont est identifiée comme étant coupable des faits d'assassinat sur la personne de Louis Corsa. En revanche, elle n'a jamais été déférée devant la justice. Un collège d'experts en psychologie et parapsychologie dirigé par le commandant Lournec a rendu un rapport dans lequel la non-responsabilité de Fanny Delmont ne fait aucun doute. Internée en hôpital psychiatrique depuis les faits,
Fanny Delmont n'est jamais parvenue à sortir d'un profond mutisme. Le Vatican a ordonné un exorcisme sur cette pauvre femme 3 mois après son internement, mais sans résultat. L'envoûtement de Fanny Delmont fait d'ailleurs partie des rares cas d'emprise démoniaque reconnus à ce jour.